Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, le fraude check, le test de la fraude. On a développé un nouvel algorithme avec Ross qui va vous permettre de déterminer très rapidement si un combattant est une fraude ou non. Malheureusement, Robelis de Spain, on avait déjà quelques doutes sur lui, n'a pas passé le test et on va voir tous ensemble ceux qui ont passé le fraude check et ceux qui malheureusement restent à quai. C'est ce qui s'est passé avec Robelis. On s'est dit pourquoi pas faire un petit historique, parce que c'est vrai qu'il y a certains combattants qui ont bénéficié de raccourcis vers la ceinture comme Alex Pereira, où on pouvait se dire est-ce une fraude, sauf qu'à partir du moment où vous battez le champion, bon bah ok, le chemin est facilité, mais il faut encore pouvoir battre le champion. On va voir tout ça, faire un petit historique, c'est pas historique parce qu'il y a des noms que vous devez connaître, d'autres peut-être que vous allez découvrir lors de ce podcast là, mais vous allez voir que il y a eu des surprises dans l'histoire du MMA. Puis aussi c'est parti, accrochez bien vos ceintures, générique. Soit. On va commencer par le plus récent, Robelis de Spain. Il y a eu double fraud check parce qu'il y a eu son adversaire et puis également que Robelis passait une minute, ce n'est plus le même homme. En fait, c'est ça qui est intéressant déjà, c'est de dire, là c'est un podcast sur un peu ces hype, les combattants qui sont arrivés à l'UFC, on va se concentrer sur l'UFC parce que voilà, c'est plus récent et c'est la plus grosse orga, qui sont arrivés avec des espoirs et en une... peut-être surcoté médiatiquement, dans le sens, on en parle, mais nous les premiers, par exemple Robelis d'Espagne, dont on va parler là en premier, oui, nous on en a fait un podcast dessus, et même d'ailleurs peut-être même plusieurs, un pour dire il arrive, un autre pour dire est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas, bon, on n'y croyait pas trop, et bon, c'est trouvé que sur ce pour dire il arrive, le deuxième en mode oh, il arrive bientôt, mais attention. Il arrive mais tranquillement. Et en fait, c'est parce que, déjà pour nous, c'est kiffant, c'est intéressant, parce que du point de vue du fan, parce que, bon, avant tout, on est des fans, c'est kiffant, tu vois, de voir des monstres qui arrivent, ils ont un truc spécial qu'il faut que tout le monde s'intéresse à eux. Robelis d'Espagne, il est arrivé avec 4 combats, 4 KO en une minute, enfin, c'était n'importe quoi. Et donc, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Et généralement, les hype trains en anglais, donc les trains de la hype, ça arrive quand tu as quelqu'un qui a... C'est mieux s'il a tout, mais d'abord qu'il commence par avoir des compétences dans la cage qui sont rarissimes ou alors qui ont vraiment quelque chose d'unique. Robelis d'Espagne, c'était le cas. C'est un poids lourd, il mettait tout le monde KO, même s'il avait 40 piges, médaillé de bronze de taekwondo, enfin voilà, il faisait flipper de ouf. Et il y a aussi, est-ce qu'ils ont une puissance médiatique un peu à la Conor? C'est Dana White qui avait dit quand Conor est arrivé à l'UFC, avant même qu'il combatte, Dana White avait dit à propos de Conor, si ce mec-là peut juste donner un coup de poing, ça va être une superstar. Donc, et t'as ces combattants qui ont les deux, donc qui peuvent parler, qui ont cette aisance verbale au micro et qui ont ou qui, même sans parler, un peu à la Robbie Lawler, arrivent à attirer un petit peu la sympathie des fans et à devenir des préférés des fans, et en plus qui sont ultra chauds dans la cage. Et donc, comme tu l'as dit, il y a ceux pour lesquels ça se confirme et ceux pour lesquels on se rend en fait compte que c'était un peu un feu de paille. Pour Robelis d'Espagne, on va voir, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. En fait, le problème, c'est que, donc, comme on l'a dit, il a plus de 40 ans déjà. Et le combat, là, contre Waldo Cortés Acosta, alors, j'adore ça. C'est comme quand Francis est arrivé. J'adore. Il n'y a rien que je préfère plus dans le MMA que des gars qui sont, genre, inarrêtables et qui arrivent invaincus. Inarrêtables et qui arrivent à l'UFC avec une confiance en eux en mode, il ne peut rien m'arriver. Tu vas rien me faire. Je vais t'exploser en 2 minutes et dès que tu vas tâter des 2 parpaings, tu vas comprendre que tu n'as aucune envie d'être là. Et il est arrivé comme ça, Robelis d'Espagne. Première minute, il arrive, mais vraiment, il n'avait aucune peur dans son langage corporel, sa manière d'avancer, sa posture. Et il est flippant. Donc, c'est un truc qu'il aura toujours parce que, oui, là, visiblement, comme au bout d'une minute, il s'est fait mettre au sol sans aucune difficulté, maintenir au sol sans aucune difficulté, et c'est grosso modo ce qui s'est passé pendant le combat. Bon, il apparaît qu'effectivement, ça va donc être très compliqué parce qu'il n'a pas forcément une grosse marge de progression, il est déjà assez âgé et il y a un trop gros gap probablement à rattraper. On est chez les poids lourds, ça peut aller vite, mais enfin, s'il galère contre Waldo Costa, contre ce gars-là, je suis désolé. Ça va être compliqué contre eux s'il se rapproche des... John Jones, j'en parle même pas, tu vois, mais même des gars comme Romanov ou des gars comme ça, tu vois, qui sont dans le top 15, qui sont pas mauvais, des Ivanov s'il est toujours dans le coin, je sais plus trop. Je parle même pas de Jayton Almeida, ça va être chaud. Donc, on peut, je pense, commencer à se dire que c'était un feu de paille, malheureusement, comme on le craignait, pour
Robelis d'Espagne. Mais face à quelques strikers, ça pourrait être intéressant à faire à suivre en tout cas. Et comme vous aimez bien, vous aimez ça, on sait que vous aimez tout ça. Hein. Vous aimez ça, les histoires tristes. On va parler des Hype Train qui ont effectivement déraillé. Donc après Robelis d'Espagne, vous allez peut-être nous trouver parfois un peu dur, hein, évidemment, mais quand on parle de ça, c'est vraiment à chaque fois quand on dit Hype Train qui a déraillé, c'est quand le mec, tout le monde se disait, il va être champion UFC ou il va écrire l'histoire du sport. Il y avait également d'autres noms, Rust, parmi les lourds, comme un certain Brett Rogers. Ouais, et ça, je m'en souviens parce que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me passionner pour le MMA. Et c'était quand j'ai découvert Fedor, quoi. Et quand j'ai découvert Fedor, il est arrivé, il était sur sa phase descendante, mais il affrontait à ce moment-là Brett Rogers, qui était un mec mais énorme. D'ailleurs, on a fait une anecdote sur la vie de Brett Rogers parce que bon, il se trouve que maintenant c'est un peu un pervers sexuel. Mais en gros, mais j'y peux rien. Hein. Mais et en gros, au moment en 2009 où le combat a été organisé entre Fedor Emelianenko, pour moi le GOAT du MMA poids lourd en tout cas, et Brett Rogers, ce gars-là, Brett Rogers. Alors oui, dans la vie, il était encore garagiste, je crois à ce moment-là, et bon, il n'avait pas un gros background, mais 10 combats professionnels de MMA, 10 victoires, 10 KO, et dont la dernière qui était en date, il me semble, qui était contre Andrei Arlovski. Donc, qui était déjà un vétéran, qui était ancien champion de l'UFC à ce moment-là. Et personne ne semblait, je sais pas, tout le monde semblait comme des biches devant des phares devant ce gars-là. Dès qu'il frappait, t'as l'impression qu'il mettait les gens au sol et que vraiment c'était un espèce de Francis Ngannou avant l'heure, un Deontay Wilder, un mec qui il te touche, tu tombes. Et en fait, il y a eu le combat contre Fedor, ça a été le combat et j'adore ce combat, il est incroyable. Fedor, même s'il était un peu sur la phase descendante, a livré encore un combat excitant. De toute façon, il fait que ça, Fedor. Et il a fini par mettre Brett Rogers KO sur un seul coup. Le KO de l'année 2009, je me le suis maté, mais tellement de fois. C'est un de ces KO que je me suis maté tellement de fois à la Max Holloway, Justin Gaethje. De temps en temps, je fais un petit pèlerinage, je remate le KO de Brett Rogers, Fedor Emelianenko. Et après ce KO-là, Brett Rogers a complètement disparu. Alors déjà, il a commencé par perdre un autre combat contre Overeem. Ensuite, c'était au Strikeforce, qui était l'organisation numéro 2 à l'époque. Et ensuite, il a recombattu, il s'est refait un peu la pêche au W1 MMA 6, donc autant dire un truc régional. Il a gagné, mais ensuite, il est revenu au Strikeforce, il a reperdu. Et en fait, à partir de ce moment-là, de cette première défaite, il a affronté donc des noms connus après Fedor, mais il a perdu, et ensuite de moins en moins connus, et il a continué à perdre et à avoir une carrière en dents de scie. Et alors qu'il avait été mis sous le feu des projecteurs contre eux à l'époque, c'était toujours le GOAT, mais actif, Fedor Emelianenko. Et Brett Rogers avait été mis contre ce gars-là, et vraiment, il y avait des promos incroyables avec des face-à-face, il y avait un truc qui avait été fait 360, des embedded avant l'heure, etc. Et ce gars-là, qui avait été mis sous le feu des projecteurs à ce point-là, a complètement disparu. C'est vraiment devenu un cas d'école, quoi. On va enchaîner, mon cher Rust, et on va éviter de faire ça en mode... J'essaierai d'être un peu plus court. Oui. Mais ce que je me dis, on va prendre quelques noms au hasard, parce que dans cette liste concoctée par Big Rusty, il y a Ben Askren que vous connaissez, Sage Northcutt que vous connaissez, Gokhan Saki que vous connaissez, Uriah Hall, Hector Lombard, Kron Gracie, Johnny Walker. Hector Lombard, je pense que les gens ne le connaissent pas vraiment, surtout ceux qui débarquent peut-être maintenant, et pourtant Hector Lombard, c'était une sacrée série de victoires. Hector Lombard. Et oui, mais parce que Hector Lombard, pareil, cas d'école, c'était incroyable à l'époque. Alors là, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Mais en gros, on est en 2011. Et il y a un gars au Bellator qui s'appelle Hector Lombard en middleweight. Et le mec est une terreur. Mais une terreur. Il est sur, à ce moment-là, 25 combats sans défaite d'affilée. Il explose tout le monde. Donc en gros, 25 combats, c'est-à-dire qu'en 4 ans, entre 2007 et 2011, il a fait 25 combats, 24 victoires et un match nul. Et il était vraiment en train de tuer tout le monde. Et alors en plus, il y avait le petit côté... alors attends, je crois qu'il fait un 1,73. Alors attends, 1,75. 1m75 en middleweight et une montagne de muscles. Alors essayez de vous représenter un peu le truc. Déjà, on l'aura mis en miniature. C'était une machine de guerre, des épaules, des boules de bowling. Il n'y a pas un muscle qui n'a pas un muscle sur son muscle. Ça n'avait aucun sens, le physique de Hector Lombard. Et il faisait vraiment flipper. En plus, il avait une réputation dans les gyms de faire du sale, d'exploser les mecs et tout ça. D'ailleurs, histoire connue avec Josh Barnett. Et il est arrivé à l'UFC en étant champion du Bellator, en étant champion, je crois que c'était du CFC.
il battait tout le monde. Il arrive à l'UFC et alors là, vraiment, tout le monde se dit, ouh là 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 là. Alors, il me semble que c'était à l'époque d'Anderson Silva. Et alors là, les gars, on va avoir un Anderson Silva contre Hector Lombard. Ça va être monumental. Et en fait, bon, bah, il peut pas. Voilà, c'est très rare qu'on t'arrives à l'UFC, on te met le champion direct. Je crois que ça n'est jamais arrivé, jamais. Et donc, ils lui mettent un gars qui était, à l'époque, qui était bon, hein, Tim Boetsch, je me souviens. Il avait pas eu le champion direct. Brock Lesnar? Non, Dan Henderson. Ah, c'est peut-être Il a l'exception. pas directement Anderson Silva, Ouais, peut-être. parce qu'il N'hésitez pas était à nous champion du Pride, fact-checker. peut-être. N'hésitez pas à nous fact-checker. Si, et je crois que tu as raison, parce qu'il est arrivé en tant que champion du Pride et pour faire la doublette Pride UFC. Et je crois que les deux étaient à moitié Sachant sur la que ligne. l'UFC avait racheté le Pride, hein, les gars. Ouais, voilà, c'est pas pour ça. d'inquiétude là-dessus. Et en gros, du coup, Hector Lombard est arrivé. On lui a mis ce gars-là, Tim Boetsch, qui était, il me semble, à l'époque top 10, mais qui était censé être. Alors, il était chaud, hein, Tim Boetsch, il a complètement disparu aussi, mais c'était un gars qui était solide. Je crois que son surnom, c'était genre le barbare ou le sauvage. Et vraiment, c'était un mec solide à peu près partout, pas extraordinaire, mais un bon test, tu vois, un bon gatekeeper pour le top 10. Mais normalement, ça devait être une autoroute. Hein. Ça devait être, il arrive à 150 sur l'autobahn et il déglingue, tu vois. Et il est arrivé et il a fait un vieux combat, je me souviens, split décision, c'était pété de ouf. Et en fait, là, c'était vraiment la première fois, je me disais, enfin, tu sais, ça n'existait pas les termes de hype train et tout ça, c'est très récent tout ça. Mais, mais je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que en fait, c'était une des premières fois où dans ma tête, j'étais en mode, attends. Donc, il y a un gars qui arrive, tout le monde dit que c'est un monstre, il est sur 25 victoires d'affilée, et là, donc, c'était obligé qu'il allait éclater Tim Boetsch. Et là, split décision, combat pété. Et c'est la première fois où j'ai compris que les mathématiques du MMA, ça ne marche pas, en fait. C'est soit tu vois effectivement des compétences claires, même si le mec a 50 victoires d'affilée, bah, peut-être qu'il n'a pas de compétences que tu peux voir clairement. Et dans ces cas-là, tu peux avoir des doutes. Enfin, voilà, c'est vraiment là où j'ai commencé à avoir des trucs avec les palmarès, machin, machin. Mais Hector Lombard, depuis ce combat-là contre Tim Boetsch, est-ce que l'USADA, parce qu'il n'y avait pas l'USADA à cette époque-là, mais je sais pas, je vais l'accuser de rien du tout Hector Lombard, mais disons que c'est un physique impressionnant. Toujours est-il qu'il y a eu ce combat contre Tim Boetsch, split décision hyper. Ensuite, il gagne un combat contre Rousimar Palhares et il le met KO. Et après, en fait, c'est même pas denti, il refait une petite dent vers le haut et après, c'est une scie en fait qui ne s'arrête pas de descendre et il a perdu à l'UFC 1, 2, 3, 4, 5, 6 combats d'affilée. Juste avant ça, il faisait un no contest contre Josh Burkman. Ah bah voilà. Et Lombard, alors originellement c'était une décision gagnée pour Lombard et en fait ça a été overturn après qu'il ait testé positif pour pour la anabolique stéroïde. Et c'était avant USADA. Hein. USADA c'était 2016, c'est ça? 2016, ouais, 2016 ou 2015. Ouais. Ah. Ouais. Bon, en tout cas du coup il a popé pour stéroïde. Bon bah voilà. Et du coup ben pour stéroïdes dans ces cas-là, et peut-être que quand il est arrivé à l'UFC, bah, peut-être qu'il a lâché un peu les stéroïdes, mais peut-être aussi que c'était parce que, bah, peut-être, je sais pas, peut-être le moment où il s'est dit, oula, faut pas que je me rate, enfin, j'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est vraiment la première fois où il y avait un immense champion comme ça qui arrivait d'une autre organisation et qui faisait, mais vraiment un pétard mouillé de fou, quoi. Et de cette même manière, on a aussi l'exemple de Ben Askren que vous connaissez sans doute, qui était invaincu, champion du One. Il arrive à l'UFC et ça ne se passe pas comme prévu. Et il y avait aussi deux cas qui ont un petit peu, à leur manière, de manière différente, mais je trouve, moi, qu'on marquait aussi un petit peu l'UFC pour dire on ne va pas mettre trop d'espoir, même quand il y a un jeune, ou en tout cas on se dit attention, on va voir ce qui peut se passer avec Sage Northcutt et Kron Gracie, où les deux sur le papier, quand il commençait, on se disait sky is the limit, le ciel est leur limite, mais finalement, aucun des deux n'a vraiment atteint son plein potentiel. Ouais, bah, et en fait, et là où c'est presque le plus triste, c'est pour Sage Northcutt, parce que Kron Gracie, lui, il est au-delà du fait que c'était le fils du génie, c'est le fils de Rickson Gracie, Kron, en vrai, il y a de quoi être dégoûté aussi, hein. Parce que rappelle-toi, nos premiers podcasts où on le mettait dans les plus gros espoirs. Je sais, on le mettait dans les plus gros espoirs parce que il était déjà champion du monde de jiu-jitsu brésilien et de grappling, donc Guy Enogi. Il s'entraînait avec les frères Diaz. C'était le fils de Rickson Gracie, qui était un des GOAT en tout cas du jiu-jitsu brésilien et même un des pionniers vraiment du MMA moderne. Il y avait vraiment tout. Il était entouré, etc. Et du coup, on était persuadés avant de le voir. Et puis en plus, il gagnait. C'était où qu'il faisait ses premières armes? C'était au Japon, au Rising, voilà. Donc, on le voyait effectivement aller très loin. Et
Kron, c'est bien que tu l'aies cité lui aussi, parce qu'effectivement, bah, lui, ça doit être parce qu'il a voulu faire les choses, c'est pas à sa manière, mais là, les derniers combats qu'a fait Kron Gracie à l'UFC, contre Charles Jourdain notamment, c'est un cas d'école de quelqu'un qui a complètement loupé le train, en fait. Il est arrivé en mode, non, non, tout le monde est en train de parler de les calf kicks, les machins, le MMA moderne. Non, non, moi, je vais vous montrer qu'en fait, il faut revenir au MMA de 1999, en fait. Bah non. Et clairement non, et ça n'a pas marché. Et il a vraiment. C'est pas qu'il a perdu de la crédibilité parce qu'il a fait les combats contre Cub Swanson où c'était incroyable. Alors bon, on voyait déjà les limites debout en tout cas. Il était très solide, certes, mais on commençait à voir les limites techniques un peu debout. Mais on se disait, voilà, si modifie un petit peu certains aspects, ça peut le faire, machin. Bah, le combat donc son dernier combat en date, il arrive contre Charles Jourdain, il fait n'importe quoi pour un combat de MMA moderne, mais vraiment n'importe quoi. Et depuis, bah alors déjà, je crois qu'il n'a pas recombattu. Et puis, il a complètement disparu aussi de la circulation. Parce que lui, ben voilà, il fait les choses à sa manière, il l'a toujours fait. Et là, il a décidé, bon, bah non, je vais pas faire du MMA comme les autres, je vais faire du MMA, mais en m'enlevant 90% des armes du MMA moderne. C'était lunaire, mais vraiment lunaire. Et c'est pour ça que c'est un cas unique et qu'on fait bien d'en parler. Eh oui, on Et fait il était bien. jeune en plus quand il est arrivé. Ben oui, non, mais c'est terrible. À la manière de Sage Northcutt, on aurait aussi pu mettre Paige Van Zandt, qui est l'équivalent féminin ouais. de Sage Northcutt. Et puis il y avait aussi un exemple qui a aussi un petit peu marqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous nous voyez prendre des pincettes quand il y a des transitions d'autres sports vers le MMA. C'est Gokhan Saki, brillant kickboxer, ancien champion du Glory. Il arrive au MMA. Premier combat qui se passe bien, mais quelques inquiétudes, et KO contre Khalil Rountree, KO qu'il se prend debout dans son domaine de prédilection. Ouais, c'est clair. Et il y a les Hype Train qui ont confirmé Rust, mais là, vous n'avez pas de surprise avec eux. Rust, il nous a mis Alex Pereira, Conor McGregor, Israel Adesanya, Sean O'Malley, Ilia Topuria et Francis Ngannou. Et Rusty, moi, je voulais te dire, est-ce que Francis, c'est pas le seul, je trouve, de cette liste-là où à un moment donné, Francis, on aurait pu le mettre dans les Hype Train qui ont déraillé. Au moment où il perd contre... Vas-y. C'est exactement. En fait, c'est exactement ce que je me suis dit aussi quand j'ai mis dans la liste. Et c'est là où c'est très intéressant. Parce que, tu sais, ça se trouve, alors je le pense pas, mais si ça se trouve, Robelis d'Espaigne, il va revenir remonter comme un coucou et motivé comme jamais, et il va peut-être devenir champion UFC. J'en doute, mais peut-être. Parce qu'effectivement, il y a un moment dans l'histoire, avec un grand H du MMA, où on aurait pu s'arrêter après le combat de Francis Ngannou contre Stipe Miocic, le premier, et se dire, bah en fait c'était ça. En fait, Francis Ngannou, c'était un mec qui frappe très fort, mais en fait, dès qu'il s'agit de faire des combats intelligents, des combats où il est stratégique, des combats, bah il y a plus personne. Et voilà, et le feu de paille, etc. Et sauf qu'en fait, il est revenu, il est devenu champion en rebattant Stipe Miocic. Et ensuite, il a fait ce qu'on sait, c'est-à-dire que déjà, il a défendu sa ceinture, son bras. Alors, ça, après, c'est de l'extra sportif, donc, mais il a pas à faire avec l'UFC. Et ensuite, il est allé faire une défaite contre Tyson Fury en boxe anglaise. Voilà, il y a eu bien sûr le combat contre Joshua où là par contre c'était triste, mais avant le combat contre Joshua, il a fait des trucs extraordinaires, mais extraordinaires au point où, oui, il y a eu ce qui s'est passé contre Miocic le premier combat, mais il a appris de cette défaite, il est revenu et il a écrit l'histoire comme ça avait rarement été écrit avant. Et c'est pour ça que là où on se tient, le 14 mai 17h43, c'est à mettre dans les hype trains qui ont tenu leurs promesses. C'est fou, tout simplement fou. Il y a aussi un petit point d'interrogation sur, pour moi, Apton qui a, je ne sais pas trop, c'est Yair Rodriguez, où c'est vrai que lui, il y avait eu ce sale déraillage face à Frankie Edgar, et depuis, le problème, c'est qu'il n'a pas été testé dans un domaine de ce type. Mais sinon, tous ceux qui ont confirmé, que ce soit les Alex Pereira, Conor McGregor, Israel Adesanya, Sean O'Malley, Ilia Topuria, évidemment, en fonction de leur hype, comme on parlait en début de podcast avec Conor McGregor, oui, t'évites quelques gars, notamment Frankie Edgar pour Conor, mais après, il faut quand même battre José Aldo, faut quand même battre Lenny Diaz, faut quand même battre Eddie Alvarez. C'est pour ça que tous ceux qui, je trouve, ou même aujourd'hui, peuvent dénigrer Alex Pereira, dire oui, il esquive en KLF, faut quand même se taper les Blachowicz, faut quand même se taper les Prochaska, faut quand même se taper Adesanya, enfin, voilà, c'est une chose d'avoir un chemin facilité vers la ceinture, mais une fois que t'affrontes, ou même Ilia Topuria, une fois que ok, il a pas affronté Max Holloway aujourd'hui, mais Volkanovski, avant qu'il le mette KO, il faisait flipper tout le monde, Volkanovski. Donc c'est là aussi où moi je tempère un peu tout ça. Sean O'Malley, on le sait, il a fait un énorme bond de Pedro Munoz à Petr Yan, mais au moment où il affronte Petr Yan, on est tous à se dire,
l'UFC l'envoie à l'abattoir. Et finalement, combat très serré, mais il faut le battre. Et Aljamain Sterling, faut le mettre KO aussi. Ouais, donc, c'est clair. Ouais. Donc bon, non, c'est là que je trouve que c'est assez intéressant. Et généralement, en plus, c'est ce qui est bien quand même dans ce sport. C'est vrai que les moments où les hype train déraillent, je trouve, c'est quand même avant les ceintures, tu vois. Il n'y a pas eu vraiment, j'ai pas d'exemple, je sais pas si toi non plus, tu vois, c'est pas des fraudes, hein, on va pas aller jusque-là, mais tu vois, des gars où les mecs ont été tout en haut, et du jour au lendemain, on se dit, ah oui, en fait, c'était ça le vrai niveau du gars. Ah là, j'ai pas souvenir parce que. Quand on dit tout en haut, c'était soit Pride, soit UFC. Hein, vraiment, quand pour tout le monde, à un instant T, t'es le meilleur de la planète. Dans le MMA moderne où les organisations étaient pro. Parce que au Pride, t'avais des gars qui avaient des title shots, c'était la fête du slip. Mais dans des orgas où, comme l'UFC par exemple, j'ai pas souvenir parce que je pensais à Brock Lesnar, mais non, pas vraiment parce que ses compétences il les avait, tu vois. Tu penses à qui? C'est pas une. Non, tu vois, j'avais en tête un Luke Rockhold qui, au moment où il est champion, on se dit, il va rouler sur la catégorie pendant 5 piges. Et à partir du moment où il a eu le titre, c'était terminé pour lui. Tu vois, et c'est pas devenu une blague, Luke Rockhold, mais c'est pas du tout un nom, je pense, qui aujourd'hui résonne auprès des fans comme le mec qui est une légende, et à l'instant T, c'était le gars qui faisait flipper tout le monde, tu vois. Ouais, bah après, en fait, ouais, je suis d'accord, mais après, c'est vrai que c'est probablement à mettre dans une case différente qui sont les gars qui étaient monstrueux et qui ont genre perdu, qui ont loupé une marche ou un truc comme ça. Parce qu'effectivement, Luke Rockhold, au niveau compétences, en vrai, à ce jour, hein, pour moi, ça aurait pu être un des mecs ça aurait pu être un des GOAT. Hein. Ouais. Ah, mais oui. Non, mais je pense que lui, pour le coup, c'est pas l'extra sportif, mais mentalement, à partir du moment où il a perdu contre Bisping, c'était terminé. Ouais, c'est clair. Parce que lui, les gars, putain, mais Luke Rockhold, à l'époque, d'ailleurs, on parlait de Tim Boetsch, quand il met son triangle inversé, je crois, contre Tim Boetsch, quand il met sa guillotine à une main contre Luke Rockhold, contre Costa Philippou, il met des trucs de malade, des middle de porc. Il avait tout. Le sol, la lutte, il l'avait pas forcément, mais on s'en fout parce qu'il avait un sol de malade. Personne ne voulait aller au sol avec Rockhold. Debout, le mec était un tueur à gages. En dehors de la cage, il faisait fondre les papiers peints tellement toutes les femmes étaient en pamoison, ça se dit? En pamoison, et puis il était stylé. Même nous, on le trouvait trop stylé déjà à l'époque. Mannequin Ralph Lauren, les gars. Mannequin Ralph Lauren. Oui. Non, c'était incroyable ce qu'il nous faisait, Luke Rockhold. Enfin bref, si vous voyez d'autres fraudes, les gars, mais d'autres fraudes, hein, voilà, faut quand même être avec une vraie fraude, avec un gros F. Ouais, parce que fraude, le mot est fort, tu vois. Pour moi, fraude, c'est comment il s'appelle Oscar Mozarov. Le gars, on a fait une anecdote dessus où il avait falsifié complètement son palmarès. Mais ouais, des hype trains qui ont déraillé, quoi. Après, non, t'as peut-être raison, fraude, genre Brett Rogers. Non, je sais pas. C'est peut-être un peu dur, mais on va dire des gars où vous les attendiez comme champions et finalement, ça n'a pas du tout, tenu ses promesses. Enfin, je veux dire. C'est dur, hein. CM Punk, pour moi, c'est limite une fraude. Parce qu'on se l'attendait pas en champion, mais on attendait quand même autre chose. Ah bah, pour moi, CM Punk, c'est même fraude dans le sens le plus pur du terme. Dans le sens, c'est un gars... Mais non, et c'est rien contre lui, parce qu'il a eu des couilles en métal de faire ce qu'il a fait. Il a eu des couilles, faut les avoir quand même, de rentrer 2 fois dans la cage à l'UFC contre des mecs qui sont pas des blagues, tu vois. Enfin, Mike Jackson, si. Oui. Mais Mickey Gall, il est solide quand même, tu vois. Ouais, non, Mike Jackson, effectivement. Mais enfin, lui, pour moi, effectivement, ça passe dans vraie fraude, dans le sens, il a eu des couilles de fou, mais en termes de niveau, il n'avait pas le niveau d'un premier combat. Ouais, ou alors il avait le niveau d'un premier combat pro sur une scène régionale, tu vois, amateur. C'est pas. Voilà. Et il était à l'UFC. Mais, respect quand même à ce qu'il a fait. Et respect 1000 fois à CM Punk. Bref, shout out à my sweet pea. My sweet protein. 30% minimum, surtout my sweet pea avec le code la sueur. 30% minimum avec le code la sueur, les gars. Et puis Oli révolution dans les boissons énergisantes. Thé glacé, boisson de réhydratation, boisson énergisante, ça se passe sur leur site. Première commande, code la sueur 5. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10. Voilà. Vous aurez moins 10%. Allez, on se retrouve très vite. Voilà. Yeah.